Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à votre capsule divertissement. Bonsoir et bienvenue, Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien? Toujours. Qu'est-ce que tu nous as concocté pour cette semaine? Cette semaine, on va parler de photos historiques. Dans la saison précédente, de temps en temps, je montrais des photos noir et blanc avec un peu l'histoire attachée à la photo. Donc, je trouve ça assez intéressant parce que j'aime beaucoup l'histoire. Puis les photos anciennes, je trouve que ça parle beaucoup. J'imagine que ça va être intéressant à voir. On découvre ça ensemble. Alors, on débute avec la première photo. Bon, donc ça, c'est autour de 1900. On est en train de ferrer un cheval dans une forge. Donc... À une époque, quelque chose qu'on voit un peu moins souvent. Je pensais qu'il était en train de faire à manger sur le premier regard. J'ai dit, oui, ça va être une question d'hygiène ou quoi que ce soit. Pas exactement. Heureusement, c'est ferré le cheval. Non, pas exactement. Oui. Et la photo suivante, on va rester dans le même thème. Et là, c'est en 1928, c'est un enfant de 8 à 9 ans. Scooter de l'époque. C'est particulier, hein, parce Ben qu'on verrait moins un enfant de 8-9 ans ferrer. Évidemment, c'était un poney, c'était pas un cheval. Et c'est assez spécial. Ben oui. Une autre époque. Alors maintenant, on enchaîne avec la photo mentionnée. On se passait des notes en classe en 1944. Donc, on voit bien... Ah, moi, je voyais le iPad sur le bureau. C'est ça. Le iPad de l'époque. Oui, c'est ça. Donc, qui n'a pas fait ça? Moi? Non, je l'ai fait, moi aussi. Ah non, c'est ça. Tout le monde l'a fait. Donc, 1944. Moi, j'étais plutôt celui-là qui en bénéficiait, par contre. OK. C'est ça. Malheur à lui qui voulait copier sur moi. Ah, ben c'est ça. Ensuite, on enchaîne avec une photo de 1943. Ça, c'est la base de dirigeable de la marine américaine sur la côte Est. Donc, c'est durant la Deuxième Guerre mondiale et ça servait à faire de la surveillance. Les gens avaient plus ou moins conscience que c'était l'utilité de ces dirigeables-là. Ah oui? Oui, donc je l'ignorais. Il semblait en avoir plusieurs par là de ça. Oui, donc c'était une base de dirigeable. La photo était tout de même assez performante à l'époque. Hein? Bien, au niveau des photos noir et blanc, je suis toujours surprise de voir que la qualité est presque comparable à aujourd'hui. Évidemment, la photo couleur ancienne, c'est autre chose, mais on arrivait à faire des photos vraiment excellentes. Oui. Ensuite, j'enchaîne avec un Amérindien, 1907. Alors, c'est Slow Bull. C'est un chaman des Sioux du Dakota. Donc, je trouve ça le fun parce qu'aujourd'hui, souvent, lorsqu'on voit des photos d'Amérindiens, c'est des sites d'interprétation touristique, etc. Mais là, c'est vraiment une photo authentique. Authentique, traditionnelle. Oui, donc un homme de médecine oui. Amérindien, un chaman. Intéressant. Oui. Ensuite, on enchaîne avec... ça va rappeler des souvenirs à quelques téléspectateurs. Donc, le laitier. Cette photo-là date de 1935, Amsterdam. Donc, il fut une époque où il y avait un laitier qui venait porter... On a connu les bouteilles de lait en vitre. Oui, avec le petit bout de crème là, sur le dessus. Là. J'ai un vague souvenir de ça. Donc, et semble-t-il que c'est le meilleur lait. Rien à comparer avec le lait d'aujourd'hui. On a livré le lait à la maison. Oui. Et on livrait aussi la boisson gazeuse. Je ne sais pas si tu as connu ça. Oui, sans graisse. Oui. Il y avait au raisin, au citron. En tout cas, pas de ça, oui. Ça rappelle des souvenirs. Pas de sucre là-dedans. Pas du tout. J'en ai bu. Ensuite, une photo de 1920. Vraiment cute. C'est un enfant qui pêche et on voit la canne à pêche vraiment traditionnelle, un bout de bois. Donc, je trouve ça vraiment beau. J'ai pêché avec des bouts de bois, moi. Ah oui? Ah oui, c'était le classique. Ah oui. Vraiment à l'ancienne. Parce qu'à l'époque, il y avait de l'éperlan, la tour de bras des quais en Beauce. Ah oui? Oui, tu avais à Sainte-Thérèse, tu pouvais pêcher l'éperlan. Au quai de Grande-Rivière, tu allais chez Bateau, tu pêchais l'éperlan, puis regarde, il y en avait. Directement sur le quai? Ah oui? Carrément. Puis il y en avait beaucoup, là. Ah oui? On peut sortir 90 sans éperlan. Wow, c'est quelque chose. C'est très bon de l'éperlan pour ça. Ah oui, c'est très bon poisson. Ensuite, on enchaîne avec un plus gros poisson. Donc, ça, c'est un bar géant. C'est une photo de 1903 et il pesait 425 livres. Je ne sais pas si c'est avec cette canne-là qu'il l'a pogné, mais à me dire en affaire, ça a dû tirer pour à peu près. Ben c'est ça. Je vois la canne aussi. Je pense qu'il y en a avec pour le ramener sur le bord.
J'aimerais bien savoir comment il l'a sorti. Hey, ben, ça se peut qu'il a pogné en bord de plage puis il l'a tiré. Ah, ça serait plus logique. Pour en avoir pogné des plus petits puis avoir fait la même affaire. On va dire que c'est le même principe. Il a pogné un de la grosseur de la nageoire, là, tu sais, là. Des bords rayés, là. Ah, on est à oui. l'époque des bords rayés. Là, c'est les bords rayés. On en pogne, là, des beaux, Ah oui, il y a beaux spécimens. J'ai des amis qui se sont fait casser leur canne à pêche avec des bords. Là, C'est spécial. Quand même du gros poisson. Belle pêche sportive qui coûte pas cher. Oui, et personnellement, un des meilleurs poissons que j'ai goûté. Oui, c'est pas trop goûteux. Tu peux l'accompagner d'une bonne sauce, là, puis... Oui, c'est vraiment, vraiment excellent. Ensuite, on se dirige maintenant dans la forêt. Donc, 1910, c'est un séquoia vieux de 3200 ans. Il était grand comme un immeuble de 20 étages au Nevada. Hey, c'est incroyable. T'as-tu vu assis? Moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'on arrivait à couper scier. ça, là, Ben c'est ouais. ça, avec les moyens très rudimentaires de 1910. C'est une vieille photo, puis ça me fait tout de même mal au cœur de savoir qu'un bétail d'animal comme ça est abattu. Oui, hein, c'est... Incroyable. Moi aussi, ça m'a fait le même effet quand j'ai vu la photo. C'est le genre d'arbre que tu bâtis une maison facilement avec, là. Tu creuses la maison dans l'arbre. Il y en a du de parquet là-dedans. C'est incroyable, Il y en a des cure-dents là-dedans. C'est clair. Et là, toujours dans le même domaine, encore un séquoia 1905 et on voit là c'est incroyable. qu'on arrivait à mettre ça à terre. J'aimerais beaucoup aller faire un tour dans l'Ouest canadien où on retrouve des arbres gigantesques. Il paraît que c'est quelque chose. Il va falloir que j'aille voir ça. En plus, c'est dans notre beau pays. Il faudra aller voir ça. C'est un must. Ensuite, on se transporte en 1910, c'est la première policière à Los Angeles. Vraiment la première? Oui, à Los Angeles. Donc, ça m'a impressionné parce qu'honnêtement, je ne pensais pas qu'une femme pouvait être policière à cette époque-là. On était loin du droit des femmes, on s'entend. J'imagine. Donc, oui. Ça a dû être tout un défi pour elle. Oui, effectivement. Mais c'était écrit qu'il avait fallu qu'elle fasse vraiment pression pour être policière. Donc, elle devait avoir une force de caractère inébranlable. Effectivement. Donc, une ça pionnière. Ça prenait le bâton, absolument. C'est ça. Oui. Elle l'a peut-être plus utilisé envers ses collègues qu'envers des truands. Exactement. Ensuite, ça, je trouvais ça... Il n'y avait pas de date, mais c'est le filage du textile. Je trouvais ça vraiment beau comme photo. Oui, on sent une complicité. Complicité. Ils sont complices l'un de l'autre. Ouais. Ah, c'est très jolie photo. Elle apprend ça au sérieux, puis lui, il n'a pas l'air à prendre ça au sérieux. Oui, il a l'air de se faire du fun. Il dit, j'ai une crampe. Ensuite, on se transporte. Ça m'impressionne toujours. Hein, la construction du Woolworth Building, ça, c'est à New York, en 1926. Et il y a plusieurs séries de photos comme ça qu'on les voit incroyables. Ils n'ont tout simplement pas le vertige. Oui, c'est incroyable. Oui, c'est surréaliste pour moi qui a beaucoup de vertige. Donc, de voir ça... incroyable. Oui, c'est quelque chose. Maintenant, on se dirige au début des années 1900. On a tendance à oublier que les cascadeurs, c'est pas d'hier. Donc, ça fait longtemps qu'il y en a. Et donc, à peu près début 1900, le cascadeur Diavolo, c'est quand même quelque chose. S'il manque son coup, là, il est dans le trouble. Oui, puis c'est physique, là. Hein? Il n'y a pas de moteur. Oui, c'est effectivement. Ça, tu pédales ce qu'il faut. Sinon, tu es dans le trouble. Et toujours dans la série Cascadeur, la prochaine image, 1925. Donc, il y a des gens, c'est pas un trucage. Ils sortaient du cockpit et ils marchaient sur les ailes. C'était comme une cascade. Là, il joue au tennis, là? Et ils jouent au tennis. Là, j'ai mon voyage. Oui, non, ça m'a... Je n'avais vu marcher sur les ailes déjà que je trouvais incroyable. Je ne vraiment pas avec le jeune qui courait après les boules. Ah oui, ils n'ont jamais retrouvé. Ils les ont jamais retrouvés. Et j'espère qu'il y avait un pilote dans l'avion, que c'était pas... C'est ça, il sortait du cockpit et il marchait sur les ailes. Et ça, c'était une cascade très populaire dans les années 20. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Un film mémorable. Oui, que j'ai écouté. Ensuite, toujours dans les cascades, début 1900, donc le monsieur en question, il a sauté de la voiture en marche pour sauter sur l'échelle d'un avion qui passait. Donc, c'est quand... C'est de l'ouvrage, livrer de la poutine dans ce coin-là. C'est quand même quelque chose. Et je pense que c'est lui qu'on disait qu'il est mort dans un accident d'avion. À un moment donné, à tout le temps défier la mort, c'est sûr que
c'est quand même risqué. Là. Non, bon, on s'entend que la cascade en soi... Oui. Maintenant, là, on va aller à San Francisco en 1935. C'est la construction du Golden Gate. C'est assez spécial, là, c'est vertigineux, donc il n'y a pas de... Ouais, l'être humain là, réalise des infrastructures. Pour les moyens de l'époque, hein, c'est impressionnant qu'on arrivait à faire des structures qui est toujours là d'ailleurs. Ben oui. Donc, impressionnant. De toute beauté. La prochaine photo, c'est en 1924, la première horloge radio. Ça servait à synchroniser les montres et les horloges dans les différents villages et villes. Parce que je l'ignorais, c'est qu'entre deux villages éloignés, l'heure n'était pas la même. Évidemment, il n'y avait pas de système pour synchroniser les heures tout en même temps. Donc, on a inventé justement une horloge radio pour ça. Et vu que ce n'était pas la même heure, par exemple, on pouvait avoir 30 minutes de différence entre deux villages pour lorsque on... Vous donnez rendez-vous? Ben pour les trains, finalement, là. Lorsqu'on devait planifier les trains, ça devenait assez complexe parce que l'heure n'était pas la même dans le village voisin. Il fallait tout de même y penser à cet aspect-là. Donc, je l'ignorais et on a fait des horloges radio et les gens pouvaient synchroniser leur montre et aussi les heures, les horloges Je ne sais pas pourquoi c'est encore existant Radio-Canada aujourd'hui. On écoute la radio, quand il arrive midi, là, on nous dit à la fin du trait sonore, il sera précisément midi. On le dit toujours. Puis là, on a un silence radio, puis là, on a un bip. On est en 2016. On le dit toujours? Ah, oui, je me demandais si on le faisait toujours. Oui, oui. À Radio-Canada, midi, vous remarquerez ça. Il y a toujours ce trait sonore-là à la fin du trait sonore. Je ne savais pas qu'on le faisait encore. Oui. Ben, c'est ce principe-là. Tout le monde se rend tard. C'est sûr. Ça ne serait pas pratique. Ben, j'aimerais savoir le pourquoi qu'on le fait encore, mais je te confirme qu'on le fait encore. Ah, ben ça serait le fun à fouiller, ça. Il faudrait que je vérifie. Ensuite, on se transporte en 1942. Deuxième guerre mondiale. Donc, on a une mécanicienne et c'est le genre de photos qu'on ne voit pas souvent parce qu'évidemment, métier non traditionnel, surtout à l'époque. Oui. Donc, c'est assez impressionnant comme image. Maintenant, on va se diriger dans les chutes Niagara, 1911. Bon, comme vous savez, il y a des gens qui s'amusent à sauter des chutes Niagara. Donc, ça, c'est Bobby Leach. C'est la deuxième personne à survivre à une descente des chutes dans un baril. Et il a passé les 6 mois suivants à l'hôpital à soigner ses blessures. C'est écrit ça dans la notice. C'est quand même particulier. Incroyable de se donner des défis comme ça. Hein? Oui. Et l'image suivante est encore plus impressionnante. 1901, c'est une dame qui est dans le baril. Annie Taylor, 63 ans. Le jour de sa fête, elle a décidé de descendre les chutes Niagara parce qu'elle avait des problèmes financiers et en réussissant cette cascade, ben, elle assurait son avenir. Elle avait comme pas le choix à son idée de sauter. Et à venir jusqu'à ce jour-là, personne n'avait survécu, mais elle a survécu. Ah oui? Oui. Une femme en plus, j'avoue que ça m'a surpris, 63 ans. Et est-ce que l'histoire dit si elle s'en est sortie avec... C'était pas mentionné, elle avait sûrement des blessures, oui. Mais c'est la première dame à avoir survécu, la première personne à avoir survécu une descente dans les chutes. Ah, on parle quasiment un courage fou. Hein? Incroyable. Ou qu'elle était désespérée, comme je le disais, elle avait des ennuis financiers, elle sentait que c'était la seule chose qu'elle pouvait faire. Commandite, là. Oui. Commandite de prestige. Donc, elle a assuré son avenir avec ça, mais en tout cas, c'était un gros risque. Ensuite, 1902, en Arizona, un accident de train. Donc, c'est le pont qui a lâché. Hey. C'est quelque chose, hein? Ben oui. Donc, souvent, dans les accidents ferroviaires, c'est ça, le pont qui lâchait. Maintenant, 1943, c'est une dame qui était en charge de faire les liaisons pour les télégrammes. On n'avait pas assez de filage pour faire toutes les connexions et toutes les liaisons entre les différents lieux. Donc, elle, son travail, c'était un relais. Donc, elle recevait les télégrammes et ensuite, elle les acheminait ailleurs. Et travail, en passant, impressionnant à voir aller. Hein. Je peux te dire qu'à un certain moment donné, ça roulait dans ce genre de centrale-là. Là. Ah, c'est incroyable. Quelque chose. Hein? C'était un travail très, très, très minutieux. Donc, c'était son travail. Et toujours dans le même domaine, on a le télétype. Donc, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils transmettaient du matériel imprimé par ondes radio. Les ancêtres des textos.
Donc, chaque touche émettait une tonalité. Cette tonalité-là était retransmise par ondes radio et ensuite était reconvertie en lettres. Donc, ça redevenait un papier imprimé. Et on devine très bien de quel côté le monsieur s'est couché la veille. Très bon sens d'observation. Ça m'arrive de me lever de même. Oui, c'est ça. On l'a comme coincé entre deux oreillers. Là, Ensuite, 1908, donc, on a un pompier. Toujours intéressant aussi de voir. C'est les métiers, les premiers à exercer certains métiers. Donc, les pompiers en 1908, et on va rester dans le même domaine. Il semble avoir 4 boyaux. Oui, c'est particulier. Hein? Je ne sais pas si les 4 étaient fournis. C'est une méchante prise d'eau. C'est impressionnant. Ça, c'est un parapompier, un des emplois les plus dangereux au monde. Parapompier. Oui, donc Ben lui, là, c'est la première fois que je vois ça. Il se faisait parachuter dans les feux de forêt. Hey, as-tu pensé? Donc, tu n'étais pas sûr où tu atterrissais, si tu pouvais atterrir dans le feu ou... Puis on s'entend-tu que ça doit brûler, la toile aussi, là? Le parachute en tant que tel? Oui, donc... Bon, on voit tout de même qu'il a l'air à être quand même avoir une combinaison adéquate. De l'époque, il n'y avait pas de date, mais bon, ça a l'air assez ancien, donc c'était un métier très, très risqué. Ben, on est d'accord. C'est quelque chose. Les chevaliers du feu. Oui. Ensuite, on se dirige dans les années 30 à Londres. C'était une librairie ambulante. La première clé USB. C'est ça. Exactement, la première clé USB. Je savais pas si ça existait honnêtement, là, donc on se promenait avec des livres. Ben, c'est pas fou. Maintenant, on le fait avec des phares, là, Oui. quand ça arrive le temps de... Je me demande même si c'est pas en ce moment même en cours, là. Il y en avait un, je crois, sur IGA. Puis il y en avait On en a ajouté d'ailleurs. Dernièrement, hein? Brèche-à-Manon, chez la Grande-Rivière, oui, IGA. Oui, tout à fait, oui. Tigui-des-Bois, dans les environs, c'est ceux que je connais, là, mais il y en a un petit peu partout là, sur le territoire de la MRC. Le fameux Tigui-des-Bois. Oui. Donc, c'est merveilleux, ces phares-là. Donc, ceux qui ne connaissent pas, il y a des livres à l'intérieur. Vous pouvez apporter des livres que vous n'avez plus besoin. Vous Ça pouvez en permet un prendre. échange à ce moment-là. Et vous pouvez garder les livres ou les remettre dedans quand vous avez terminé. Donc, c'est pour favoriser la lecture. Et c'est merveilleux, là. La lecture qui est parfaite pour s'épanouir au niveau de l'esprit. Là. La lecture, c'est tellement important. Oui. J'ai découvert tard dans ma vie, moi, la lecture. Puis je suis content, mes enfants n'ont pas eu le même défaut. Comme on dit, on n'est L'ensemble. jamais seul avec un livre. Non, et puis il y a des choses à découvrir. On est loin d'avoir tout lu ce qu'il y a à lire. Hein? Oui. Ah non, c'est incroyable. Donc, moi, je vais souvent porter des livres dans les phares, puis il y a beaucoup de variétés. Ouais, émancipation d'esprit, ça se dit comme ça, oui. Voilà. C'est une belle façon là, de se ressourcer et d'évoluer. Tout à fait. Oui. Et d'améliorer son vocabulaire et d'améliorer aussi la qualité de son français. Effectivement. Donc, allez faire un petit tour À dans les conseiller phares. à tous. Oui, définitivement. Malheureusement, cette madame-là, on ne la verra pas, mais les petits phares sont disponibles en ce moment dans oui. toutes les bonnes librairies du Québec. Donc, ça a été instauré, je pense, c'est par la Maison de la Culture. Tout à fait. Et ils sont vraiment jolis. Oui. Mais oui, il y a beaucoup de livres. Là, moi, je vois de temps en temps. Là, et puis chez moi, avec les intempéries arrivent, là, des fois, ils viennent un peu plus ondulés. Oui, bien, c'est le mauvais côté des intempéries. Ouais. Mais on en a rajouté justement parce que ça fonctionne très bien comme principe. Super. Content de savoir que ça fonctionne oui. d'ailleurs. Maintenant, on se dirige en 1899, déneigement. Donc, on remplissait manuellement des wagons tirés par des chevaux. Le travail. Et on jetait ça dans la rivière. Donc, bon, on s'entend qu'il n'y avait pas les problèmes de calcium qu'on retrouve maintenant. C'est ça, c'est sur les normes environnementales. Ça ne doit pas avoir d'impact environnementales. nécessairement négatif. Non, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un péché de faire ça. Mais c'est quand même, hein, j'imagine quand il y avait une tempête, c'était paralysé quand même quelques jours. Tu dois t'avoir fait raconter ça par ton père. Oui. Les corvées de pelletage qu'on appelait, là. Ça arrivait souvent que le train pouvait rester pris. Puis, ah oui. Mon grand-père aussi a pelleté pas mal. Seigneur, c'était quelque chose. Oui, j'ai vu des images d'ailleurs de pelletage pour le train. Oui, c'est quelque chose. Ensuite, 1900, salle d'opération. Donc, on voit la stérilité. Oui. Hein? Pas de masque et vêtements quand même habituels. Une autre époque. Oui, autre chose. Donc, on arrivait quand même à sauver des patients. Ben, c'était pas stérile, il n'y avait pas beaucoup d'équipement, mais il y avait du monde.
Il y avait du monde. Non, maintenant, on a besoin d'en avoir 3 autour du patient, puis c'est stérile, mais il se faut opérer. C'est les deux côtés de la médaille. C'est une autre époque. C'est une autre époque. Maintenant, on se dirige au niveau de... Je pense qu'il y a comme 10 dans la salle. Ah oui, oui. J'imagine aussi les premiers balbutiements, les gens regardaient ce qui se passait. Maintenant, on se dirige avec la crème glacée. Donc, le barattage de la crème glacée. Si vous n'avez jamais goûté la crème glacée dans une baratte, c'est spécial. vous n'avez pas goûté de la vraie crème glacée. On voit celui-là qui baratte la crème à glace. On voit le propriétaire de la compagnie à côté. Mais pour voir un jeune qui a le rêve américain. Non, mais c'est spécial de voir le jeune avec le costume. Là. Écoute, c'est un jeune, je me trompe-tu? Oui, jeune? Ben, il me semble assez jeune. Il ne semble pas être un adulte. Je pense que c'est une photo qui a été prise en Caroline. Et sincèrement, là, si vous avez l'occasion de goûter la crème glacée dans une baratte, c'est totalement autre chose. J'en doute pas. Nous, on avait une baratte, puis à un moment donné, on s'est amusé à faire ça il y a une couple d'années, puis c'est incroyable. Mes parents m'avaient dit, il faut que tu goûtes ça, et c'est totalement autre chose. Ça doit. Oui, vraiment, là. Jamais goûté. Ça manque à ma culture. Ensuite, on reste dans le même domaine, 1942, le marchand de glace. Donc ça, mes parents aussi m'ont parlé de ça. Très populaire, qu'on qui faisait sa tournée. Ouais. Moi, j'ai connu le marchand de Cinéparc. Oui, le fameux... Il se promenait avec le gros haut-parleur sur le top, là. Là, il faisait toute la MRC au complet. C'est vrai. Moi, je me rappelle, je passais à tondeuse, j'arrêtais à tondeuse pour savoir c'est quel film qui jouait, puis là, j'allais harceler mon père par aller au Cinéparc. Ça me rappelle, c'est vrai, j'avais oublié ça. Il y avait le marchand de Cinéparc. C'était M. Louis Roy. Ah oui? Qui était d'ailleurs propriétaire du cinéma Paradiso dès ses débuts. Ah oui, Ben oui. Mais puis il y avait une voix particulière, M. Louis, à part de ça. Mais là, ça me rappelle les souvenirs, c'est vrai, j'entendais ça. Oui, puis ça fonctionnait. Ben il faisait sa publicité lui-même. Ça marchait, j'aimais ça, moi, Cinéparc. Ah, que je m'ennuie de ça. C'est... De ça. Il y avait eu des rumeurs que ça allait peut-être réouvrir, mais en fin de compte, ça ne semble pas avoir abouti dû au coût relatif à l'acquisition des projecteurs en question. Oui, c'est le matériel, le problème. C'est tout du numérique maintenant. Oui. On n'est plus à l'époque des bobines, où quand la bobine arrêtait, elle se mettait à fondre. Ou il y en a un qui renversait sa bouteille de liqueur dessus. Puis on se mettait à crier du criard dans le cinéparc. C'était une époque, hein, moi, non, je m'ennuie de ça, là. Beau souvenir. Ensuite, les années 20. Donc, ça aussi, ça m'a énormément surprise. Une dame qui fait la mécanique de sa propre voiture. On est dans les années 20, là. On s'entend que c'est pas traditionnel pour les femmes. Non, puis le concept de roue m'a l'air tout de même assez spécial particulier, aussi. Hein? Hein? On cherche les lettres. Ouais. Pour moi, c'était une roue de bois carrément. Je ne m'étonnerais pas. Ah, c'est bien possible. Ouais. Parce que ça a l'air assez particulier. Ensuite, 1966, on a William Shatner qui est en train de lire son texte. Comme ça, c'était vrai quand ils ont fait la nouvelle génération puis qu'on voit le jeune avec la moto dès le départ. Oui, donc Capitaine Kirk de Star Trek qui apprend son texte en faisant la moto pour se rendre sur le plateau de tournage. Belle pub pour les textos volants. Donc, ça m'a fait assez sourire là, comme image, là. Donc, parce que, évidemment, les plateaux de tournage étaient quand même assez gros sur Star Trek. Donc, lui avait une moto et Léonard... Il apprenait son texte en faisant la moto. Et Léonard Nimoy, qui fait M. Spock, lui, il avait un vélo pour se rendre à la cafétéria parce qu'ils n'avaient pas le temps autrement de manger, etc. Ouais, c'est spécial. Donc, il se promenait comme ça. On parle de roche de tournage, il y aurait certainement de quoi à faire là-dessus. Hein. On prépare une émission. Là, la vitesse à laquelle ça pouvait aller là-dessus, c'est impressionnant. C'était des 12 à 14 heures par jour là, à tourner, là, 6 jours, semaine parfois. C'est assez pour rentrer dans le personnage. Hein. Ça fait que on peut compter ça. Là? On va faire une émission là-dessus, là, des anecdotes, là, les tournages, c'est incroyable, on n'a pas idée. Là. Donc, c'était... J'ai hâte. Comme je le disais dans l'émission précédente, dans chaque capsule, j'essaie d'insérer, vu que c'est 50e de Star Trek, une affaire de Star Trek. À date, ça va bien. Donc, c'était le clin d'œil Star Trek. Maintenant, on se dirige en 1895, déraillement de train. Ça m'a vraiment... À Montparnasse, incroyable. Okay. Des pareils mastodontes. Donc, qui n'a pas pu ralentir dans la gare. Et Spider-Man n'était pas incroyable. Hein, pour l'époque, ça a dû être comme accident, là. Ouais. C'est quelque chose. Bon, on ne le voit pas, là, mais il y a un monsieur qui est assis sur le trottoir. Ça surprend. Quand tu marches, puis ça sort, ça surprend. Seigneur. Ensuite, 1882,
On a la Statue de la Liberté en construction en France, dans un atelier. On voit la main, là, d'ailleurs. Là. Ben oui. Et qu'on Ça arrivait aussi, à faire c'est ça à grand. l'époque, hein, c'est... Non, ça, c'est quelque chose. Oui, c'est vraiment quelque chose. Et on termine avec toujours la Statue de la Liberté. Donc, on avait terminé la tête et en 1883, on l'avait exposée dans un parc de Paris en attendant de la montée. Ouais. Ben ça c'est spécial. Ouais, moi, La Statue de la Liberté en France. Oui. Donc, en attendant de pouvoir la livrer aux États-Unis, on avait fini la tête, on a dit qu'on va l'installer dans un parc de Paris. En attendant. Oui, c'est... D'y avoir accès à cette hauteur-là de la part du spectateur, c'était tout de même un privilège. C'est spécial. Moi, j'ignorais. Et c'est une bonne idée. Tu sais, tant qu'à la laisser dans l'atelier avec je comprends donc. une couverture par-dessus aussi. Une fois que la France a pu profiter des États-Unis. Alors, on avait exposé la Statue de la Liberté. Une victoire gouvernementale. Oui, c'est ça, au niveau diplomatique. Tout à fait. Mais encore une fois, ce fut passionnant et instructif. Oui, il va sûrement en avoir d'autres dans le futur sur les photos historiques parce qu'il y en a à l'infini. Ben, ce sera encore une fois un plaisir. Et le plaisir de la chose. Ça revient la semaine prochaine.